Je dépose cette motion préjudicielle en application de l'article 41 de notre règlement intérieur, au terme duquel, je cite, « La motion préjudicielle tend soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte nouveau devant la commission saisie au fond ou à l'examen pour avis d'une autre commission. » En l'espèce, cette motion préjudicielle déposée conjointement par le groupe Calédonie Ensemble, le groupe UC Uni FLNKS, le groupe Uni et l'éveil océanien. En l'espèce donc, cette motion vise à ce que le débat sur le projet de délibération approuvant le pacte nickel inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée soit ajourné le temps que certaines conditions soient remplies. Comme tout le monde le sait, l'industrie métallurgique calédonienne traverse une crise extrêmement grave, susceptible d'être systémique à court terme pour le pays, dans la mesure où la fermeture d'une ou plusieurs usines métallurgiques apparaît désormais inéluctable sans une nouvelle intervention des acteurs privés et des pouvoirs publics. Sur la base de ce constat, des négociations ont été engagées par l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les industriels et les provinces, afin de convenir des termes d'un pacte, je cite, « en vue de la sauvegarde de la pérennité et de la compétitivité de l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie ». Le pacte nickel doit porter une nouvelle ambition minière et métallurgique pour le pays, en cohérence avec le schéma de mise en valeur des ressources minières, la mutation profonde du marché mondial du nickel et le rôle majeur des métaux critiques et des batteries électriques pour l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle mondiale. Il doit affirmer la nécessité d'une industrie métallurgique forte afin de maximiser la valeur ajoutée dans le pays, porteuse d'une offre de nickel vert, irréprochable sur le plan social et environnemental, et assurer un juste retour aux communautés locales qui sont au plus près des activités minières et métallurgiques. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est pleinement investi pendant toute la procédure d'élaboration, de discussion et de négociation du document afin que le pacte nickel puisse répondre au mieux à une vision partagée sur l'avenir de la filière permettant une pérennisation des usines métallurgiques. Mais le pacte qui nous est proposé ne comprend aucun engagement fort des industriels et des actionnaires. Par contre, il impose à la Nouvelle-Calédonie des efforts substantiels en matière minière et fiscale et aux Calédoniens une contribution financière supplémentaire à hauteur de 8 milliards par an afin de se substituer aux actionnaires des usines. En conséquence, Monsieur le Président, il nous semble important de poursuivre les négociations sur ce pacte qui nous apparaît incomplet en l'état. C'est pourquoi nous proposons qu'il soit renégocié conformément à la perspective tracée par le Président de la République pour s'inscrire dans le cadre du plan France 2030 et de la loi du 7 décembre 2023 du Parlement européen, afin de donner les moyens nécessaires à l'industrie métallurgique calédonienne d'être partie prenante de la politique nationale et européenne de sécurisation de l'approvisionnement en matières premières critiques nécessaires à la transition écologique et numérique. Nous proposons également que les négociations sur le pacte nickel ne soient plus menées séparément des discussions en cours sur l'avenir du pays, à l'instar du processus initié lors des accords de Matignon et de Nouméa. Sur la poursuite des discussions pour intégrer une dimension politique du pacte nickel. La question du nickel, nous le savons, a toujours été au cœur des accords politiques calédoniens. En effet, les accords Matignon-Oudinot ont restitué les compétences minières à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces, et ils ont permis, au travers du rachat de la SMSP, l'entrée des Kanaks dans ce secteur d'activité économique. De la même manière, l'accord de Nouméa a prolongé cette dynamique en permettant la participation du pays au capital de la SLN à hauteur de 34% et des ramettes à hauteur de 4%, ainsi que, grâce aux accords de Bercy, la cession du massif du Cognambo et la construction de l'usine du Nord, qui représente le premier vecteur de la politique de rééquilibrage du pays. C'est pourquoi nous considérons que le pacte nickel doit être pleinement intégré à l'accord politique global sur l'avenir institutionnel du pays que nous appelons de nos vœux. Sur ce sujet-là, comme sur les autres, le consensus demeure le garant de la stabilité dans notre pays. Sur la nécessité de poursuivre les négociations pour intégrer la dimension stratégique du pacte nickel. Le Président de la République
dans son discours à Nouméa, place de la Paix, le 26 juillet dernier, a tracé une perspective claire et ambitieuse pour l'industrie nickel calédonienne en déclarant, je le cite, « Le nickel est une richesse pour la Nouvelle-Calédonie. C'est aussi, et je le dis ici avec force, une ressource stratégique majeure pour la France et l'Europe à l'heure où nous avons engagé un effort massif de réindustrialisation. » Par ailleurs, le plan France 2030, doté de 54 milliards d'euros, 6 500 milliards CFP, vise, je cite, à développer la compétitivité industrielle et à rattraper le retard industriel français et définit comme premier objectif pour la France, je cite, la garantie d'accès aux matières premières. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, Bruno Le Maire, a affirmé de son côté que les décisions de l'État actionnaire, je le cite, sont fondées sur des logiques de souveraineté économique et de consolidation des filières, au-delà des seuls enjeux patrimoniaux et de rentabilité, contrairement aux investisseurs privés. Ces déclarations de Bruno Le Maire se situent d'ailleurs dans le prolongement de la doctrine de l'Agence des participations de l'État, l'APE, qui prévoit, je cite toujours, que l'État actionnaire intervient dans des secteurs économiques stratégiques qui contribuent à l'indépendance de notre pays et dans les entreprises en difficulté dont la disparition pourrait entraîner un risque systémique ou une perte d'indépendance. Enfin, la loi adoptée par le Parlement européen le 7 décembre 2023 vise, je cite, à garantir l'accès de l'Union européenne à un approvisionnement sûr, abordable et durable en matières premières essentielles, le nickel étant inscrit sur la liste des matériaux stratégiques et critiques de l'Union européenne jugés indispensables à la transition écologique et numérique. C'est d'ailleurs dans ce cadre européen que la Commission européenne est en train de signer un partenariat stratégique avec l'Australie sur les matières premières pour sécuriser son approvisionnement auprès d'autres sources que la Chine, comme l'ont fait avant l'Australie, la Norvège et le Canada qui ont signé un accord du même type. Dans ces conditions, la Nouvelle-Calédonie, qui détient les 4e réserves mondiales de nickel de la planète, pourrait et devrait s'engager avec la France et l'Europe dans un partenariat stratégique poursuivant le même objectif. En effet, notre pays, et je cite le rapport de l'IGF, pourrait constituer un atout pour sécuriser les approvisionnements européens. La production des 3 usines métallurgiques du territoire pourrait théoriquement représenter à terme jusqu'à 85% des besoins des gigafactories françaises en 2030 ou 14% des besoins de l'Union européenne en 2035. Toujours selon l'IGF, je cite, « Le développement des capacités de production de sulfate de nickel en France et dans l'Union européenne est un enjeu majeur afin de combler le déficit d'offres prévisible à l'horizon 2030, car il permettrait également d'atteindre les cibles prévues par le Critical Raw Material Act, qui est la loi de l'Union européenne, visant à réduire la dépendance des opérateurs européens aux importations asiatiques, mais également pour offrir un débouché pour la production calédonienne de MAT et de NHC. D'autant plus, ajoute l'IGF, que 2 porteurs de projets de production de sulfate de nickel en France métropolitaine ont indiqué à l'IGF leur intérêt pour les produits intermédiaires de nickel transformés en Nouvelle-Calédonie et leur potentielle capacité technique à traiter le NHC ou la MAT calédonienne. Très récemment encore, le projet d'une raffinerie de sulfate de nickel et de cobalt installée à Bordeaux, avec quelqu'un que nous connaissons bien, a été annoncé. Sur la nécessité de poursuivre les négociations pour intégrer des engagements plus sérieux des industriels. Le pacte ne prévoit en l'état aucun engagement fort de la part de l'industriel SLN. Son actionnaire principal est Eramet, dont l'État détient 27% du capital, ayant affirmé publiquement à plusieurs reprises qu'il n'investirait plus
dans sa filiale calédonienne, même s'il a réalisé 180 milliards CFP de bénéfices sur le dernier exercice clos, et qu'il annonce publiquement un plan d'investissement de 240 milliards CFP sur 3 ans en Argentine, au Gabon et en Indonésie. Aucun élément n'est apporté par le pacte sur les investissements urgentissimes à réaliser à la SLN. Je parle de la reconstruction d'un four en 2026, je parle de la réouverture de l'atelier de production de maths, je parle du devenir de la centrale électrique flottante, etc., etc. Et de fait, Madame Christelle Bories, présidente d'Eramet, a déclaré, sans être contredite par quiconque au niveau de l'État, ni par l'APE, que la Nouvelle-Calédonie, je la cite, a vocation à redevenir un territoire purement minier et qu'il ne faut plus investir dans des fonderies qui perdent de l'argent, ou encore que les institutions du pays doivent envisager d'autres formes de développement économique, dans l'agriculture ou le tourisme notamment. Le pacte ne prévoit pas non plus d'engagement fort de la part de Prony Ressources Nouvelle-Calédonie, puisque le groupe de travail nickel, par communiqué du 19 janvier 2024, sous l'autorité du haut-commissaire, de la présidente de la province sud et de la direction de PRNC, a acté le départ de Trafigura et, je cite le communiqué conjoint, engager la recherche d'un nouvel actionnaire de référence disposant de meilleures capacités financières pour l'accompagner sur le long terme. Enfin, il n'y a aucun engagement fort de la part de KNS et de Glencore. Le communiqué officiel du 12 février 2024 indiquant, je cite, qu'après plusieurs semaines de discussion, aucune solution alternative de financement acceptable par Glencore n'a pu être trouvée, de sorte que les actionnaires de KNS ont pris la décision d'ouvrir une phase de transition durant laquelle le processus pour vendre les parts de Glencore sera engagé, en précisant que pendant cette phase de transition, les opérations du site industriel seront suspendues pendant 6 mois. En conséquence, les engagements d'Eramet, de la SLN, de PRNC et de KNS à, je cite le pacte actuel, réaliser des investissements suffisants pour maintenir l'appareil productif à moyen terme et en investissant dans la modernisation des usines, telles qu'ils sont prévus par le pacte, ne recouvrent actuellement aucune réalité. Ce n'est qu'au travers de repreneurs porteurs d'un véritable projet industriel que le pacte pourra prendre corps sur ce sujet. Sur la nécessité de poursuivre les négociations en ce qui concerne les engagements de l'État. L'État s'engage à financer, je cite, un mécanisme de subvention à l'énergie au profit des 3 industriels pour rapporter les coûts moyens de l'électricité des 3 opérateurs à 80 € du mégawatt-heure. Selon l'IGF, pour atteindre cet objectif, il faudrait allouer une subvention annuelle de 109 millions d'euros à l'ASLN, de 97 millions d'euros à KNS et de 27 millions d'euros à PRNC. Le tout dans un objectif de parité de financement entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Ce chèque énergie permettrait aux entreprises calédoniennes d'avoir accès à un coût de l'électricité équivalent à celui dont bénéficient les industriels électro-intensifs de l'Hexagone. Les prix supportés par les métallurgistes du pays, à savoir 158 € du mégawattheure pour la SLN, 177 € du mégawattheure pour KNS et 220 € du mégawattheure pour PRNC, étant largement supérieurs à ceux de la métropole, qui se situent entre 60 et 80 € du mégawattheure, ou ceux pratiqués en Polynésie, qui se situent entre 78 et 95 € du mégawattheure en 2022. De cette manière, la volonté exprimée par le président de la République et le gouvernement de réindustrialiser la France et d'améliorer la compétitivité des entreprises pour garantir l'accès aux matières premières pourrait prendre corps en Nouvelle-Calédonie. Or, sur l'investissement structurel du pacte nickel
qui doit permettre la fourniture aux métallurgistes d'une énergie stable, fortement décarbonée, à un prix compétitif et sans subvention, ce qui est posé dans le pacte comme l'objectif, et donc participer ainsi à la consolidation de la rentabilité économique du secteur, aucun élément n'est prévu dans le pacte à l'exception d'une déclaration de principe. Je rappelle que ces investissements ont été estimés à 4,15 milliards d'euros, c'est-à-dire 6 500 milliards CFP, 650 milliards CFP, pardon, par le rapport de l'IGF pour la distribution publique et les 3 usines. Selon l'IGF, toujours, le financement de ces investissements, qui sont manifestement hors de portée du pays tout seul, pourrait être obtenu, je cite le rapport IGF, dans le cadre du Critical Raw Material Act de l'Union européenne, et il devrait permettre de débloquer des financements européens, Banque européenne d'investissement, soit au titre de la décarbonation de la filière, soit au titre de la sécurisation des approvisionnements pour le financement des infrastructures, notamment en matière de transport et de stockage. Il y a donc incontestablement, selon les termes mêmes du rapport de l'IGF, une opportunité à saisir par la Nouvelle-Calédonie, et le pacte pourrait et devrait, selon nous, être plus engageant et plus précis sur ces sujets qui sont stratégiques pour l'avenir. Enfin, sur le dernier point, c'est-à-dire la nécessité de poursuivre les discussions sur les engagements de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens sont, et je souhaite le rappeler avec force ici, les premiers contributeurs publics à l'industrie du nickel, à hauteur de 200 milliards de francs CFP sur les 10 dernières années. Ainsi, le pays a contribué à la pérennité de l'industrie métallurgique locale en accordant à KNS et PRNC, au début des années 2000, un pacte de stabilité fiscale pour favoriser la construction des usines, octroyer la défiscalisation à la SLN pour certains investissements, à l'instar du programme 75 000 tonnes, en instaurant à leur profit des régimes douaniers et fiscaux totalement exorbitants du droit commun, qui représentent une perte de recettes fiscales de 20 milliards par an. En outre, en plus de ces 20 milliards par an, la Nouvelle-Calédonie s'est révélée ouverte aux attentes particulières de la SLN, visant à améliorer sa rentabilité en accordant à 2 reprises, pour un total cumulé de 6 millions de tonnes, des droits d'exportation de minerais bruts. Toujours à la demande de la SLN, la Nouvelle-Calédonie a également accepté de minorer le prix de l'énergie électrique en fonction des variations des cours mondiaux du nickel, malgré les décisions de l'actionnaire majoritaire d'abandonner à 2 reprises les projets successifs de construction d'une nouvelle centrale électrique, en l'occurrence en 2009 et en 2015, alors qu'ils étaient dûment autorisés par les autorités compétentes. Enfin, les salariés et les sous-traitants de la SLN ont également accompagné l'entreprise en consentant d'importants sacrifices au travers de plusieurs plans de restructuration du travail sur mine et à l'usine. Or, il est demandé à la Nouvelle-Calédonie de nouveaux efforts dans le cadre du pacte nickel, dans l'objectif, je cite le pacte, d'ouvrir temporairement l'exportation de minerais bruts des réserves métallurgiques de Goro, de Koniambo et de Thiébagui et de libéraliser le régime des exportations. Je rappelle sur ce point que sur les 6 millions de tonnes d'exportations accordées à la SLN, seuls 50% sont aujourd'hui effectivement utilisés. Et je rappelle que ni KNS, ni PRNC n'ont sollicité de demande d'exportation de minerais. Il est donc faux d'affirmer que les industriels ne s'engageront que si l'on donne de la visibilité et de la sécurité sur l'exportation de minerais, pour reprendre les propos
du ministre de l'Économie et des Finances. En réalité, les dispositions du pacte nickel sur ce sujet répondent principalement aux exigences de la SLN pour exporter du minerai brut à partir du site de Thiébagui. Il est également demandé des efforts à la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale, puisque la collectivité devra renoncer, je cite le pacte, à toute mesure susceptible d'accroître les charges ou de diminuer les recettes des entreprises métallurgiques, en suspendant la mise en œuvre du régime spécial d'ammodiation pour l'usine du Sud, en instaurant un bouclier fiscal rétroactif au 1er janvier 2023, c'est-à-dire en renonçant à appliquer les dispositions des lois de pays sur la taxe sur les exportations et sur la redevance d'extraction, et en s'abstenant, en plus de tout ça, de soutenir tout texte législatif ou réglementaire qui viendrait alourdir la charge administrative et financière des industriels. Là aussi, ces mesures ne concernent que la SLN, puisque KNS et Prony Ressources sont toujours sous la protection du pacte de stabilité fiscale. Ces efforts nouveaux demandés à la Nouvelle-Calédonie en matière minière comme en matière fiscale pourraient faire sens, mais si et seulement si de véritables projets industriels étaient portés par la SLN, par KNS et par Prony Ressources, et en particulier si des repreneurs se manifestaient en ce qui concerne KNS et Prony Ressources. Dans ce cadre, alors oui, la Nouvelle-Calédonie pourrait initier de nouveaux régimes de stabilité fiscale, comme ça a été le cas au début des années 2000 au profit des usines du Nord et du Sud. Et oui, la Nouvelle-Calédonie pourrait réexaminer sa politique d'exportation de minerais bruts dès lors qu'elle serait adossée à de véritables projets industriels. Les Calédoniens sont enfin sollicités de manière complémentaire à l'effort de 20 milliards qu'ils apportent déjà chaque année au soutien de la filière pour financer un mécanisme de subvention à l'énergie dès 2024, notamment par des recettes de TGC, je cite le pacte, à hauteur de 8 milliards par an. Or, nous le savons tous, la situation budgétaire et financière du pays est catastrophique, avec un taux d'endettement de 170%, au lieu de 90 en 2018, un fonds de roulement de 8 jours, au lieu de 24 jours en 2018, un déficit des comptes sociaux, notamment du RUAM, de 10 milliards par an, une société de production et de distribution d'énergie électrique du pays, Enercal, qui est en procédure de sauvegarde, puisque la Nouvelle-Calédonie ne peut pas honorer ce qu'elle doit à Enercal à hauteur de 18 milliards. Et j'ajoute que la Nouvelle-Calédonie est engagée à l'écart de l'État dans le cadre des prêts AFD d'un montant global de 50 milliards à créer 30 milliards d'impôts nouveaux chaque année. Ce sont les dispositions de l'annexe 6 de ces prêts. Et donc, en plus de tout ça, on nous demande de financer 8 milliards de plus par an à la place des industriels. Enfin, dernier élément, comme si ça ne suffisait pas, la crise du nickel oblige la Nouvelle-Calédonie à adopter et à financer des mesures spécifiques, notamment en matière de chômage partiel, pour compenser les pertes de salaire des salariés dont les entreprises sont impactées par le fait d'une absence ou d'une insuffisance conjoncturelle d'activité. Au total, nous sommes en train de parler de 2600 salariés qui sont susceptibles d'être admis au bénéfice de ce régime spécifique de chômage partiel pour un montant estimé entre 4 et 8 milliards par an payés par la Nouvelle-Calédonie. Donc pour toutes ces raisons, et a fortiori en l'absence de véritables projets industriels pour chacune des usines, il ne nous paraît pas opportun, Monsieur le Président, d'imposer de tels efforts aux Calédoniens qui ont déjà vocation à être lourdement impactés pour le financement de leur collectivité, pour le sauvetage de leur système social, pour le sauvetage d'Enercal, pour la prise en charge du chômage partiel.
Nous considérons, comme l'a affirmé à juste titre le ministre de l'Économie et des Finances, que, je cite Bruno Le Maire, l'enjeu dépasse le nickel. C'est l'avenir pur et simple de la Nouvelle-Calédonie, de son système social, de son développement économique, de sa place dans la région Indo-Pacifique qui est en jeu. C'est un enjeu absolument stratégique. Je rappelle que dans un scénario de défaillance simultanée des 3 usines, le chômage partiel en Calédonie augmenterait de 50%. Je rappelle que les recettes de la CAFA diminueraient de 20%. Et je rappelle que l'impact sur les finances publiques de la Nouvelle-Calédonie serait de 4 points de PIB. Je rappelle également que les codes d'environnement de la province Nord, des provinces Nord et Sud obligent les industriels à constituer des garanties financières pour remettre les sites en état, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, ce qui générera des coûts financiers exorbitants pour les Calédoniens et pour la collectivité. Dès lors, Monsieur le Président, et ce sera ma conclusion, il est absolument indispensable que le pacte nickel proposé se donne véritablement les moyens d'assurer la sauvegarde, la pérennité et la compétitivité de l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie, mais pour ça, il doit être renégocié avec l'État. Ce sont les conditions qu'il nous semble indispensable de remplir avant que ce texte ne puisse être examiné par cette Assemblée et avant qu'on puisse se prononcer. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, en application des dispositions ad hoc du règlement intérieur, nous demandons l'ajournement de ce débat sur le pacte nickel. Je vous remercie.